appelé dans le pays ordre des vétérinaires. La présentation sera faite par le docteur Martial Petitclerc, ancien inspecteur général de la santé publique vétérinaire au ministère français de l'Agriculture et mis à disposition de l'OMSA à partir de 2006. Donc, Martial dispose d'une large expérience en assurance qualité et en audit. Il est, à ce titre, évaluateur certifié de l'OMSA pour les missions PVS. Je peux aussi, sans risque de me tromper, ou bien sans exagération, dire que Martial Petitclerc est le père fondateur du programme d'appui à l'administration vétérinaire de l'OMSA. Il a effectué plus de 50 missions, particulièrement dans nos pays africains et plus particulièrement dans les pays de l'Afrique francophone, dans le cadre du processus PVS. Depuis 2016, Martial est admis à faire valoir ses droits à la retraite, mais tout en continuant à s'occuper de ses petits-fils, Martial continue à appuyer l'OMSA et ses pays membres en lui apportant son expertise et en partageant son expérience. Martial, vous avez la parole. Merci Bachir. J'espère que vous m'entendez. Je sais, pour partager le diaporama, est-ce que ça marche? Oui. Oui. Est-ce que tu peux confirmer si ça marche? Moi, je ne le vois pas sur mon écran. Bien, alors on va essayer. Je vais essayer de tenir dans les 25 minutes, tu me connais. Je m'inquiète, oui. Oui, ça t'inquiète, ouais, mais je vais y arriver. Je vais t'informer 5 minutes avant la fin. Je vois que le diaporama est quand même pas très bien là. Ça semble ne pas marcher. Je pense qu'on ne va pas pouvoir. Tu peux réessayer. Est-ce que vous l'avez? Non, mais c'est Bachir qui l'avait partagé, donc je demande à Bachir d'essayer à nouveau de le partager. Moi, si je fais partager, fenêtre, tout l'écran, ça ne marche pas. Bachir, tu peux partager sa présentation comme tu l'avais fait. Celle-là peut-être. Et maintenant, tu la mets en mode de présentation. Mode plein écran. Mode plein écran, merci. Alors, c'est là que ça faut cliquer. Voilà. Ah, oui. Là, c'est Bachir qui le manipule? Oui, mais je pense qu'il y a l'écran déjà ouvert, mais n'est pas visible au public. Donc, il faudrait qu'il ferme. Ouais, non, ça fait pas. Il faudrait que tu fermes PowerPoint complètement, Bachir, et que tu repars à zéro. Ah, OK. Donc, Et tu ne prends pas ça sur mon temps, j'espère. Si, tout non, à fait. non, ta responsabilité, Marcel. Passe, tu peux le faire pour qu'on gagne du temps. Non, moi, je n'ai pas accès aux présentations. Et Kelsey? Moi, si je fais partager l'écran, ouais. Moi, je fais partager l'écran. Est-ce que vous le voyez? Non. Il faudrait que tu choisisses la présentation qui est sur ton. Je pense qu'il peut présenter avec celle de Bachir. Ça ne sert à rien de perdre le temps. On voit ce qui est écrit là-dessus. Ouais, c'est pas une mauvaise idée, ça, merci. OK, Bachir, on va faire avec. Hein. Donc, on ne va pas pouvoir le mettre en mode présentation, visiblement. D'accord. Mais au moins, on aura le contenu. Donc, on va s'en sortir avec ça. Tu peux encore une fois. Voilà, c'est bon. Voilà, là, je pense que c'est bon, oui. OK. Voilà. Bien. Donc, il te reste que 15 minutes, hein, Martial. D'accord, c'est toi qui cliques, Bachir. Donc, oui. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Donc, c'est avec un grand plaisir que je participe à ce webinaire. Je ne suis pas très rodé, comme vous le voyez. Mais ça me permet de saluer déjà tous ceux d'entre vous que je connais,
et de souhaiter une bonne année à tous les autres, bien sûr, puisqu'on est encore en janvier. Alors, je souhaite préciser en préambule que tout en étant un ancien de l'OMSA, j'interviens à titre indépendant et que mes propos n'engagent donc que moi. Ces propos se reposent, comme on l'a dit, sur 15 ans d'expérience dans le processus PVS et particulièrement dans le programme d'appui pour la législation vétérinaire qui m'ont amené à travailler avec 17 pays du CLIC sur le 17 pays d'Afrique francophone, puisque malheureusement l'anglais et moi font 2. J'ai donc des exemples qui sont relativement anciens pour certains et des situations ont évolué, ne serait-ce que l'Algérie avec sa loi de 2002, la Côte d'Ivoire avec son code de la santé publique en 2020. Donc, je sollicite d'ores et déjà votre indulgence ou dans le cas où je commettrai quelques erreurs. Alors, chacun comprendra, Bass le premier, que pour un exposé de 25 minutes, j'ai dû sortir le principal de l'important, l'essentiel du principal et le vital de l'essentiel, ce qui fait qu'il ne reste plus grand-chose et malheureusement des choses peut-être critiquables. Alors, l'exercice est rendu aussi difficile parce qu'il y a des grandes différences entre les pays, notamment entre le Maghreb, le Sahel et le Sub-Sahel. Donc, là aussi, je vous demande de ne pas vous attacher à quelques imprécisions. Alors, une approche globale des textes et du terrain permet de remonter à quelques critères de qualité externe, diapo, et des principes de conception de la législation. Anne-Marie l'a très bien exposé, je ne vais pas y revenir, simplement pour dire que il faut s'attacher au principe de conception de la législation qui impacte directement notre sujet, en particulier quant au PPV. J'insisterai sur le concept de profession vétérinaire plus tard, mais qui me semble un problème essentiel, un facteur essentiel de notre problématique. Et puis, je finirai avec un mot sur les OSV. Donc, je reviens sur la qualité, je ne m'étendrai pas puisque Anne-Marie l'a fait. Mais vous avez dans ce tableau une séparation entre la qualité externe et la qualité interne. Sur la qualité externe, la partie droite de la diapo, l'important c'est la pertinence des législations, c'est-à-dire l'aptitude à résoudre les problèmes posés, ce qui veut dire qu'on pose clairement les problèmes avant de les résoudre. L'applicabilité, c'est-à-dire une adaptation aux conditions du terrain qui permettent de passer du discours à l'application. Et je sais que vous comprendrez tout à fait ce que j'essaye de dire là. Entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a de grands écarts qui se voient très bien dans les évaluations PVS. Et enfin, l'acceptabilité qui évite les contestations a posteriori. Et cette acceptabilité, elle est mesurée avant d'écrire et non pas après avoir écrit. Anne-Marie en a rapidement parlé aussi. Qu'est-ce que je peux constater, essentiellement d'ailleurs au sud du Sahara? Eh bien, en vrac, qu'il y a très peu de vétérinaires installés en clientèle et encore moins qui vivent exclusivement de leur activité de vétérinaire. Qu'il y a des fonctionnaires, y compris des PPV, paraprofessionnels, qui continuent à exercer plus ou moins occasionnellement et plus ou moins officiellement, au prétexte du manque de libéraux souvent, qui pose indirectement la question de la pertinence du modèle tout privé. Dans quelques cas, des administrations vétérinaires qui persistent à vouloir diriger le secteur privé. Et on note l'ingérence dans les organisateurs. Enfin, on va simplifier les ordres parce que presque tous les pays ici utilisent le mot ordre, qui donnent des autorisations ministérielles d'installation, qui inspectent des cabinets. C'est en vrac, ça ne concerne pas un pays en particulier, ce sont des observations générales. Hein. Qu'est-ce qu'on voit aussi des vétérinaires qui sous-traitent leurs tâches de terrain à des PPV, à qui ils reprochent ensuite d'ailleurs de faire leur travail à titre personnel. On voit de très nombreux paraprofessionnels qui agissent pour des vétérinaires, des sociétés de développement public et surtout pour des projets, voire des libéraux qui travaillent hors de tout contrôle.
Surtout, on voit de nombreuses pharmacies, des dépôts de médicaments, des colporteurs qui zappent le rôle de diagnostic qui est fondamental, qui est le rôle fondamental du vétérinaire et qui pose un véritable problème de santé publique, aussi bien en matière de surveillance des maladies réglementées que de résidus des médicaments vétérinaires. Ce tableau n'est pas vrai au Maghreb, à mon sens. Pourtant, il y a partout des législations sur la profession vétérinaire, des OSV, des législations sur la pharmacie vétérinaire, sur le mandat sanitaire, etc. Et cela depuis presque 30 ans maintenant. Mais ce que je constate actuellement, c'est que l'objectif affiché du maillage du territoire à travers la privatisation de la profession vétérinaire n'est pas atteint après 30 ans de travail sur ce sujet. Diapo. Les explications classiques attribuent le décalage observé aujourd'hui au fait que les conditions de la privatisation n'ont pas été réunies pour au moins 2 raisons. L'administration, la première, l'administration a eu du mal et a toujours du mal à se défaire d'une de ses activités qui était la médecine, avec les postes d'élevage notamment, et à respecter l'indépendance d'une profession qu'elle a elle-même privatisée. Et ce, d'autant plus que cette profession privée s'est constituée à partir d'anciens fonctionnaires. Deuxièmement, les ressources nécessaires à la rémunération de ce secteur nouveau n'ont pas été correctement évaluées et surtout n'ont pas été prises en compte dans la stratégie au départ. La rémunération du vétérinaire libéral est constituée de ses honoraires qui sont en réalité très très faibles, la vente du médicament qui représente toujours plus de 80% des revenus, voire 95% dans certains pays, et le paiement des délégations de services, c'est-à-dire le mandat sanitaire, qui est quand même, j'allais dire à la ramasse, qui est quand même difficilement financé. Ces sources de financement sont limitées par leur niveau, mais aussi par leur dispersion. La limitation naturelle de la volonté, ce qu'on appelle, les économistes appellent la volonté à payer des éleveurs, empêche la rémunération de l'expertise vétérinaire. C'est-à-dire, on ne paye pas la consultation, on va payer les soins. Dans beaucoup de pays, hein. Encore une fois, il ne faut pas prendre ce que je dis vrai partout. Ce n'est pas le cas. Et puis, ça ouvre le champ à la concurrence déloyale des paraprofessionnels plus ou moins qualifiés qui se satisfont de conditions d'exercice moins rigoureuses. La vente de médicaments en pharmacie est beaucoup plus lucrative que l'exercice de la médecine. Et comme elle est globalement réservée aux vétérinaires, eh bien, ceux-ci préfèrent être pharmaciens que vétérinaires. Enfin, l'administration, qui a largement perdu de ses capacités humaines avec le départ de beaucoup de ses cadres, n'a pas transféré les ressources correspondantes sur le mandat et continue à vouloir diriger la médecine vétérinaire sans en avoir les moyens. Oui, je continue. Et donc, les paraprofessionnels vétérinaires, qui sont pourtant des acteurs majeurs, sont rarement correctement pris en charge et n'ont souvent dans les législations que ce que j'appelle des strapontins. Sauf peut-être à Madagascar, où il y a un décret qui prévoit un groupement des paraprofessionnels vétérinaires. Encore une fois, ce constat n'est absolument pas universel. Au Maghreb en particulier, il y a plus de vétérinaires et beaucoup moins de paraprofessionnels vétérinaires. Et donc, il y a aussi des schémas plus, entre guillemets, financés pour le mandat sanitaire, ce qui fait que la problématique est assez différente. Je remarque quand même que ces pays, c'est le cas aussi au Cameroun, disposent de leur propre capacité de formation avec des écoles vétérinaires, souvent de renom d'ailleurs. Alors, tu as passé une diapo peut-être ? Le schéma OSAE est avant. Alors, au total, en fait, on observe que les différents sujets que j'ai évoqués
relèvent de textes différents qui sont souvent produits par vagues périodiques et qui répondent à des objectifs de leur époque, mais pas forcément à une stratégie globale et une stratégie constante, ce qui génère une certaine incohérence entre les dispositifs légaux. Ça rejoint ce que disait Anne-Marie, la législation doit être conçue dans son ensemble et dans le temps. Lorsque le temps fait que les objectifs changent, forcément, les législations ne suivent pas. Donc ça, c'est à rattacher, je le répète, à une insuffisance de la vision stratégique ou à un défaut de conception d'ensemble. J'en tire personnellement la conclusion que dans ces cas, la législation a été conçue d'une manière théorique et de manière compartimentée, sans une réelle évaluation des impacts au sens du programme d'appui pour la législation vétérinaire. Alors les vieux, dont je fais partie malheureusement, n'ont pas toujours raison, mais depuis le temps qu'ils observent, ils peuvent faire des liens qui ont progressivement disparu dans les conceptions actuelles. Et j'ajoute une autre explication. Je pense qu'il faudrait repenser aux ajustements structurels des années 90 et voir que les premières législations en matière de profession ont subi la pression des bailleurs qui voulaient avant tout dégraisser les services publics, et j'emploie le mot à dessein, pour absorber ce gras simplement en fixant un cadre d'exercice. Malheureusement, on a prévu le cadre pour les vétérinaires, mais pas pour les paraprofessionnels. Et encore moins une stratégie globale pour la médecine vétérinaire. Et je vais y revenir. Toutes les analyses des écarts PVS que j'ai effectuées montrent l'insuffisance des moyens, des effectifs des administrations vétérinaires et de leurs moyens. L'échec fréquent du maillage territorial et la stagnation du secteur privé. Tout le monde s'y mêle que chacun doit trouver sa stratégie de survie. Et on ne voit toujours pas émerger de stratégie globale, d'autant qu'on rajoute à ces difficultés de nouvelles erreurs, comme la décentralisation des fonctions régaliennes. La décentralisation est la grande mode, c'est comme si on voulait décentraliser l'armée, la police, la justice, pour les services vétérinaires qui sont des services régaliens. Et donc, on a un éclatement de cette fonction qui est très préjudiciable à ce système. Alors, ça m'amène à quelques observations. Par définition, la norme juridique, c'est l'expression d'une volonté. Ça, c'est la définition fondamentale de la norme. Ce qui suppose de ne jamais négliger l'ordre des choses. Merci Bachir de t'y retrouver dans mon discours. On revient sur Rosae, sur la diapo. Et dans le cas présent, il ne faut pas oublier ce schéma. Nous en sommes au A de action mise en œuvre. Un peu plus bas, la flèche d'avant. Et le E est beaucoup trop sommaire. Le E, le dernier, petite flèche, tu cliques en arrière, s'il te plaît. Donc la fiche. Donc on en est au A. L'action et la mise en œuvre. L'évaluation est beaucoup trop sommaire, clic, pour pouvoir être réintégrée dans la stratégie. Elles le sont d'autant moins qu'en 30 ans, le O, au-dessus, a changé. On est passé de l'ajustement structurel avec le dégraissage des effectifs administratifs à un nouvel objectif qui est l'organisation du domaine vétérinaire. Il ne s'agit plus de se débarrasser des vétérinaires, mais d'offrir un service aux éleveurs et assurer la sécurité sanitaire du cheptel et de l'alimentation, qui est quand même un objectif autrement plus pertinent. On passe donc, n'en déplaise à certains, d'une vision comptable centrée sur le vétérinaire à une vision de service, du service qu'il a à rendre en matière de santé animale, entre autres. Dans ce domaine, les pays où leur nombre est faible, il est de plus en plus clair que les vétérinaires ne peuvent pas assurer ce rôle à eux seuls et qu'il est nécessaire d'inclure les paraprofessionnels dans la réflexion. Donc, il faut donc revenir au haut d'objectifs et repenser le modèle S, stratégie. De même que ce n'est pas en améliorant l'ampoule qu'on
en améliorant la bougie qu'on a inventé l'ampoule et a fortiori la LED, ce n'est pas en retouchant à la marge les législations conçues pour d'autres raisons qu'on va résoudre notre problème. Repenser le S de stratégie impose de repréciser la volonté politique concernant 1. La répartition des rôles entre le secteur privé et le secteur public, qui n'est pas aussi claire qu'on veut bien le dire. Non pour satisfaire les égos de tel ou tel groupe, ou pour résoudre des problèmes budgétaires, mais pour atteindre des objectifs de santé publique vétérinaire qui méritent donc d'être clairement définis, comme c'est fait dans le code de l'OMSA. Les droits et les obligations, deuxièmement, les droits et les obligations de toutes les catégories d'acteurs utiles. Et je ne crains pas de dire que les vétérinaires simples pharmaciens sont non seulement inutiles, mais ils sont les fossoyeurs de leur profession. Je ne parle pas de l'industrie pharmaceutique, je parle des pharmaciens vétérinaires, pharmaciens d'officine. Et l'organisation, enfin, d'un système de contrôle qui permet le respect des obligations et des droits de chaque catégorie professionnelle, pas seulement des vétérinaires. Ça, tu as encore 5 minutes. On va y arriver peut-être. Non. La réalité, est toujours beaucoup plus complexe et il n'y a jamais de réponse simple à tout cela. Donc, ce que j'ai dit, n'allez surtout pas croire que je sois contre la vente du médicament par les vétérinaires. Bien au contraire, je pense qu'il doit avoir le monopole de la vente au détail, à condition de le faire, pardonnez-moi l'expression, au cul des vaches, comme on dit chez nous. C'est-à-dire, surtout pas dans ces petites chaussures bien serrées derrière un comptoir en ville. Il doit être sur le terrain. Et là, le médicament va le faire vivre. Donc, traiter la profession vétérinaire comme un objet isolé, comme c'est le cas dans de très nombreuses législations, sans prendre en compte en même temps la pharmacie, qui représente son revenu principal, le mandat sanitaire et surtout les paraprofessionnels vétérinaires, m'apparaît comme une erreur fondamentale. Et on revient encore à ce principe fondamental comme quoi la législation doit être conçue dans son ensemble et dans le temps. Alors, diapo, l'exception de l'Algérie dont les vétérinaires sont autorisés à exercer la médecine et la Tunisie dans laquelle la médecine est définie en négatif par l'exercice illégal, dans la plupart des législations que j'ai pu voir, ce qui est traité, c'est la profession vétérinaire et non la médecine vétérinaire. Alors, ça paraît être des mots, mais pour moi, c'est extrêmement important parce qu'on finit par définir la médecine par rapport aux attributions du vétérinaire, ce qui pose un problème, évidemment, avec la paraprofessionnelle. Donc, cette observation, elle pourrait être secondaire, mais elle est, à mon avis, tout à fait fondamentale parce que ça revient à la difficulté du traitement de cette problématique. Alors, tout le monde ici, je pense, est d'accord sur l'octroi d'un monopole aux vétérinaires. Mais qui pourrait expliquer la raison de ce monopole? Parce qu'il faut revenir à ces sources-là. Après tout, la liberté du travail est un droit constitutionnel, à peu près partout. Donc, réglementer une profession ne peut se faire qu'à travers une loi, et une loi ne peut exister que si elle répond à un intérêt public et pas à l'intérêt d'une profession. Donc, c'est ça qui me paraît important. On ne va pas évidemment débattre de ce sujet puisqu'il ne me reste même plus 5 minutes, je négocie. Mais ce qu'il est important de dire, c'est que ce qui justifie de réglementer les professions, c'est la nécessité de garantir un service de qualité à la société. Donc, ça suppose un niveau de formation et une indépendance technique. Et ça permet à l'administration d'avoir la certitude de bons diagnostics dans la gestion des maladies. Donc, c'est donc pour garantir l'existence d'une compétence et sa délivrance en toute indépendance que ceux qui l'exercent doivent être protégés en bénéficiant d'un monopole d'exercice. Donc, le monopole, ce n'est pas pour défendre les vétérinaires, c'est pour défendre la société. Et cette idée-là, on ne la retrouve pas nécessairement dans les législations. Lorsque les vétérinaires sont nombreux et bien formés, et en faisant abstraction de facteurs économiques, l'objectif peut être atteint sans qu'il soit besoin de PPV. C'est le cas, par exemple, en Europe et un peu dans les pays du Maghreb.
Mais dans les pays qui disposent d'un peu de vétérinaires et de beaucoup de PPV, le recours à leurs services est obligatoire et il est indispensable de les intégrer dans le dispositif global. Dès que l'on admet que le vétérinaire n'est pas le centre du problème, mais un des instruments, un instrument précieux, je vous l'accorde, mais un des instruments de la solution, à ce moment-là, les choses redeviennent peut-être un peu plus simples et faciles à aborder. Parce que, après avoir clairement défini ce que c'est que la médecine vétérinaire et le niveau que celle-ci doit avoir dans le pays, et ça c'est un choix politique, on peut définir là où les catégories professionnelles habilitées à l'exercer. Et là, la répartition entre vétérinaires, paraprofessionnels, voire AXA ne pose plus aucun problème, puisqu'on va distribuer des compétences. Il suffit alors de définir les droits et les obligations de chaque catégorie et d'installer un dispositif de contrôle qu'on va appeler les OSV ou les ordres. Donc, dans cette logique, la place des PPV est naturelle et il suffit de discuter de la répartition des tâches que nécessite l'exécution d'une bonne médecine vétérinaire plutôt que de s'arc-bouter sur les droits des groupes. Les droits sont les conséquences des devoirs. Donc, comme c'est recommandé par le Code, ces sujets ils doivent être débattus très largement. Débattus, hein, il y a le pas battu, hein, débattus très largement, mais comme il convient de placer l'intérêt public au centre du débat pour limiter l'influence des corporatismes et des lobbies, il faut autant que possible que le vétérinaire et l'administration doivent intégrer le fait qu'il est… Alors, je vais trop vite, je me bafoue. Le vétérinaire de l'administration devra intégrer le fait qu'il est fonctionnaire avant d'être vétérinaire et qu'il doit appliquer une politique qui vise à défendre l'intérêt public, l'intérêt général et pas l'intérêt des vétérinaires. J'aurai des anecdotes, mais c'est trop court. Donc, l'ordre devra se limiter à la défense de la qualité des services de la médecine vétérinaire et à la qualité du corps qui la pratique. Sans se laisser aller dans le syndicalisme, c'est-à-dire la défense des intérêts des individus. Voilà ma position. Et donc, tout cela en… Je ne tiendrai pas les 5 minutes. Alors, je vais accélérer quand même, si je peux, pour parler, juste dire un mot sur les organismes, sur les ordres. Les ordres sont définis par l'OMSA par rapport à des objectifs et non pas par rapport à des structures. Donc, il n'y a aucune obligation dans le code à avoir tel ou tel modèle. La preuve en est que l'Algérie s'était passée jusqu'ici d'ordre au sens de définition, puisque l'autorité vétérinaire était inclue dans son administration. Et en ayant fait le PBS, j'en ai trouvé que quelques remarques en termes d'indépendance, mais pas sur la maîtrise des vétérinaires qui était bien faite. Je passe donc rapidement sur la définition de l'ordre, puisque vous allez le trouver dans le chapitre du Code qui définit, le chapitre 3.2.5 qui définit les ordres par rapport à leurs objectifs et pas par rapport à la structure. Et donc, je vais gagner du temps en zappant ça. Mais quand je regarde, donc on a dans les législations un certain nombre d'ordres, d'organisation des OSV, mais quand on va sur le terrain, eh bien, on n'observe pas tout à fait les mêmes choses. Et sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a pas toujours suffisamment de vétérinaires pour remplir toutes les missions de l'ordre. Quand on a un ordre pour gérer 25 vétérinaires, on peut se poser des questions sur la nécessité de toutes les instances qui sont énumérées. Les frais de fonctionnement ne peuvent pas être couverts par les cotisations. La plupart des vétérinaires inscrits à l'ordre n'exercent pas la médecine. Ils exercent d'autres métiers, que ce soit industriel, pharmacien, fonctionnaire, etc. Que va faire l'ordre d'un point de vue disciplinaire sur l'exercice de la médecine sur des gens qui n'exercent pas la médecine?
ces incohérences sont quand même ce que j'appelle des incohérences, hein, pardonnez-moi, c'est une interprétation personnelle, personnellement me pose problème. Et sur le terrain, la médecine est essentiellement prise en charge par des paraprofessionnels qui, eux, ne sont pas soumis à la juridiction des ordres. Donc, vous voyez que sur le terrain, on a quand même un très gros décalage entre ce qui est affiché en principe dans les législations et la réalité. Dans pas mal d'ordres, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que l'indépendance des ordres, elle est compromise. Dans certains pays, le ministre désigne des membres, en plus de ceux qui sont élus. Un certain nombre de décisions des ordres sont soumises à l'approbation du ministre. L'installation des vétérinaires est soumise à l'autorisation du ministre. Donc, on se demande qu'est-ce que viennent faire, quelle est la véritable indépendance et quels sont le véritable pouvoir des ordres. Et là-dessus, il faut vraiment aussi se poser des questions. Donc, tout cela m'amène à poser quelques observations. La législation qui devrait avoir pour fonction de résoudre le problème est en fait souvent déconnectée des réalités du terrain et qu'elle ne prend rarement en compte les problèmes de démographie des professions. Elle reproduit des schémas souvent théoriques. Les lois régissent avant tout le contrôle des vétérinaires, alors que la raison d'être des ordres, c'est de garantir la qualité de la médecine vétérinaire qu'ils produisent, que ces membres produisent. Dans le fonctionnement, on observe que quelques ordres s'érigent à la fois en législateurs, ils prétendent créer des règles, là-dessus j'aurais aussi des mots à ajouter, ils s'érigent en exécutif, ils s'érigent comme inspecter les cabinets, et en juge, pouvoir disciplinaire. Et pour ceux qui font du droit, ils savent que le mélange de trois pouvoirs, ça s'appelle une dictature. Et donc, ce n'est pas du tout l'objectif d'un ordre. Les révisions législatives pourraient peut-être se préoccuper sur ces problèmes de droit au sens propre. Donc, l'indépendance des OLV, elle est souvent compromise par leur organisation. Et dans beaucoup d'OSV que j'ai rencontrés, on se heurte à du corporatisme, c'est-à-dire qu'on est vétérinaire d'abord et le reste doit suivre. Je n'insiste pas, tout le texte est écrit et vous pourrez en disposer après ce webinaire et je passe à la conclusion avant que j'explose. Ne m'écharpe. Je pense à nos pauvres interprètes, Martial. Mais oui, mais il y a tellement à dire. Donc, je n'ai pas parlé des aspects régionaux, ça a été évoqué dans le chat, de la formation, du mandat sanitaire, des rapports publics-privés, de bien d'autres choses pourtant si importantes. Mais finalement, ce supplice me permet de proposer 4 points essentiels pour l'évolution des législations. 1, il faudrait, à mon sens, sortir de l'idée de profession pour passer à celle d'exercice de la médecine vétérinaire qui permet de positionner les différents acteurs, y compris les PPV, voire les AXA, et de prendre en compte les besoins de la société et du pays et non pas uniquement ceux des vétérinaires. Deuxièmement, il faut traiter dans une vision d'ensemble la répartition des rôles à minima, c'est-à-dire à minima le cadre juridique de chacune des professions et pas seulement celle des vétérinaires, en prenant en compte en même temps la pharmacie, le mandat, l'action publique. Et lorsque le choix stratégique d'une privatisation est fait, je précise que pourquoi la privatisation absolue serait-elle le seul modèle? Ça, c'est une question accessoire qui mérite un webinaire à elle seule. Il faudra arriver à couper le cordon ombilical entre l'administration et des professions privées qui doivent simplement remplir leurs obligations et qui ne sont pas soumises à une tutelle, contrairement à ce que beaucoup disent. Et enfin, contenir les ordres à leur rôle de garant de la qualité de la médecine vétérinaire, donc pour tous les acteurs vétérinaires et non vétérinaires, et aux missions prévues par le Code, en évitant absolument les mélanges de genres entre le syndicalisme et les missions ordinales. Voilà, je m'arrête là. Je précise juste un mot, c'est que l'OMSA dispose d'un programme de jumelage en ce qui concerne les... Enfin, disposer, puisque moi,
suis retraité, mais Bas va confirmer, il y a des jumelages d'ordre qui permettraient peut-être de résoudre un certain nombre de problèmes. Je vous remercie et excusez-moi du débit et des